On va essayer de rattraper un petit peu le film et on va exposer la biographie de Mathieu Bounès en langue française, puisqu'ici en fait les francophones sont présents parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue à Zulflawen, à Zulflakont. Tanmish Nouan Midoussem Rabdeg à l'association berbère d'ici et d'ailleurs, and Sophie Anel Tajmid Nazeli Imas Mathieu Bounès. Il va sans dire que nous n'aurons pas assez de quelques 20 minutes pour exposer dans l'exhaustivité la vie de Matou Bounès, chanteur algérien d'expression berbère, considéré comme l'enfant terrible de la chanson algérienne, l'homme libre, le défenseur des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, le symbole de la jeunesse combative du siècle dernier. L'ancienne victime des persécutions hellénistes, surtout parce qu'il a apporté une contribution considérable dans la revendication et la popularisation de la culture amazigh et une lutte sans pareille, au prix de sa vie même, pour qu'émerge la laïcité et la démocratie dans son pays. Enfin, Matou Bounès, à l'échelle de l'humanité, a une vie hors du commun, qui peut intriguer n'importe quel humain sur Terre, quel qu'il soit, car il demeure l'éternel sursitaire de la mort. Maintes fois, après que celle-ci ait tenté de l'entraîner dans ses filets, après qu'il ait été victime de menaces mortelles et même de tentatives d'assassinat répétées, son combat, son esprit demeure encore vivace dans nos mémoires. Sa voix ne cesse de vibrer à travers sa musique et ses chansons, reprises encore aujourd'hui par des artistes de toutes nationalités à travers le monde. Comme pour toute biographie, commençons d'abord par dérouler le fil de son enfance et de son adolescence. Matou Bounès est né sous les bombes le 24 janvier 1956 sur les hauteurs du Djourdjoura, dans le village de Taorit Moussa Ouarmal. Ses plus anciens souvenirs sont donc composés de terreur, de guerre et de sang. Il a baigné dans la révolution et goûté au pain noir de la misère, presque en même temps qu'il fêtait le sein de sa mère. Enfant unique pendant près de 7 ans, avant l'arrivée de sa sœur Malika, au lendemain de l'indépendance, elle est née en 1963. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, qui le trimballaient d'une voisine à une autre. Son père étant parti pour 30 ans d'exil en France, afin d'assurer les besoins du foyer. Il fut, pour ainsi dire, le petit chef du foyer. Malgré la misère et les privations, l'atmosphère était très gaie à la maison. D'aussi loin qu'il se souvienne, il se rappelle sa mère, sa grand-mère chantant, fredonnant des contes berbères. Sa culture berbère lui a donc été transmise oralement. Quand il commença à chanter à son tour pour un auditoire, il devait à peine avoir 9 ans. En guise d'instrument de musique, il s'était confectionné une guitare à partir d'un bidon d'huile, de lignes de fils de pêche et d'un manche en bois en fait, qu'il avait récupéré dans les parages. Un instrument de fortune que je ne vous présente pas, très en vogue à l'époque pour tirer les enfants de leur désœuvrement. Dès lors, heureux du réconfort et de la joie que propageait sa voix, Matou Bounès rêvait de se voir chanteur à la renommée internationale, du moins nationale. Mais sa mère ne l'entendait pas de cette oreille. Elle n'avait jamais eu la chance de mettre les pieds à l'école. Et elle espérait, comme toutes les mamans, ça n'a pas tellement changé, hein, on est encore pareil, nous aussi. En fait, on rêve de voir notre fils devenir avocat, ingénieur, médecin. Et donc, à la rigueur, elle espérait voir en lui un futur instituteur ou même un agent de bureau. Matou Bounès, lui, n'en voulait pas sa mère, il comprenait. Sa merveilleuse mère, en fait, qui était transmettrice donc, de l'histoire de son peuple, et qui le bordait avec des contes berbères, il la regardait avec des étoiles dans les yeux. C'est probablement cet amour premier qui a fait naître en lui son militantisme pour l'amélioration de la condition féminine. Mais revenons-en à sa scolarité. Bien que doté d'une intelligence très vive, Bounès ne montre aucun zèle personnel pour l'étude. Il préfère de loin s'illustrer dans les bancs rocheux du Djourdjoura pour faire l'école buissonnière.
Là, dans la contemplation de la nature indomptable, il puise sa source de savoir, l'histoire de ses origines et le besoin de lutter pour la propager dans toute Amazigh. Il s'entraîne en reprenant la poésie ou le chant de Si Mohamed Mouhand ou de Sim el-Azam ou de Cheikh el-Hasnaoui. Son rêve de devenir auteur-compositeur et chanteur prend de plus en plus forme, au point de devenir tenace. Son répertoire devient très fourni et c'est souvent qu'il convie ses amis à assister à ses récitals. Beaucoup d'entre eux se souviennent par exemple de son interprétation réussie du tube de l'époque à Madame Salvilatel, alors qu'il n'a pas encore 10 ans. Issu d'une famille pauvre, le jeune Mounès n'a pas pris de cours de chant ni de solfège. Il se fiait à son excellente oreille et il a toujours travaillé de la sorte en fait jusqu'à la fin de sa carrière. Chez cet artiste né, la magie opérait à l'instinct. Plus tard, c'est lui-même qui a admettait n'avoir aucun rudiment de solfège en sa possession et ne savoir lire aucune note de musique. Il accordait ses instruments et ceux de ses musiciens à la voix et n'utilisait jamais de diapason. Cependant, même s'il n'avait aucune notion de musique, il remarquait tout de suite lorsqu'un instrument de musique était déréglé ou si quelqu'un autour de lui chantait faux. Bien que ne l'encourageant pas à faire son avenir dans le monde de la chanson, son père, revenu d'exil, est le premier à lui offrir en fait un mandol, un magnifique cadeau qui gardera en souvenir tout au long de sa vie. Le problème est que dans la société catholique de l'époque, le métier de chanteur était mal vu. Pour beaucoup, c'était synonyme de débauche et de mauvaise vie. Alors qu'il franchit le cap de l'école primaire Centre d'effort, les choses se gâtent pour lui dès son entrée au collège. En 6e, il se bagarre par exemple avec ses professeurs. Pourquoi ? Parce qu'il découvre un enseignement très différent que celui reçu en école primaire par les pères blancs. Des professeurs d'origine égyptienne que le FLN a fait venir de force pour imposer des programmes scolaires qui dépersonnalisent, qui endoctrinent, qui montent sciemment ou par omission sur l'histoire de son peuple autochtone et dont le contenu est d'une grande médiocrité. Selon ses propres termes, mieux vaut l'école du trottoir et de la dèche plutôt que cette arabétisation forcée. C'est suite à cet état de conscience précoce que très tôt Matoub a rejeté à corps et à cri ce système scolaire qui lie son peuple et l'appauvrit. S'affirmant de plus en plus comme une forte tête, d'absence répétée en retard systématique, il finit par être renvoyé de tous les établissements de la région. S'il n'étudie plus, cela ne l'empêche pas de s'instruire lui-même. En effet, il se révèle très tôt autodidacte, self-made man, comme on dit aux États-Unis. Matoub a en effet le mérite de s'être construit lui-même, construisant dès lors son ascension vers la réussite de ses propres mains. Mais l'école de la vie a aussi son revers. Donc, il s'instruit et sollicite la science d'esprit bien plus aguerrie que lui. Il n'échappe pas aux mauvaises fréquentations, aux petits larcins, aux boissons alcoolisées, aux bagarres qui lui vaudront un séjour d'1 mois en prison ferme. Et encore, il serait resté juste une nuit en garde à vue s'il n'avait pas apostrophé le juge au tribunal en osant lui réclamer une cigarette. À sa sortie de prison, pour apaiser les inquiétudes de sa mère, il suit un stage de mécanique générale dont il réussit l'examen. Il travaille dur durant 6 mois, mais arrive, hélas, son ordre d'appel pour le service militaire. 2 années de souffrance dans le cantonnement d'Oran, loin du Jura, où il ne coopérera pas plus avec ses supérieurs. En tant que montagnard, qui ne parle que très peu l'arabe, il subit les brimades, les provocations, les humiliations et les vexations, ce qui débouche invariablement sur des bagarres, parfois très violentes. Comme il traîne une réputation de provocateur né et de berbériste, il se retrouve toujours au trou. Le service militaire est donc une période traumatisante pour lui. Il la supportera malgré tout, grâce à l'échappatoire que lui procure la poésie, la lecture, l'écriture et la composition de chansons. C'est au contact de l'armée
qu'il découvrira toutes sortes de magouilles, la corruption, les privilèges et les abus. À sa sortie du service militaire, n'arrivant pas à prendre au sérieux le travail administratif en fait, on lui a confié au collège d'enseignement d'Aït Douala, où son père en fait, travaille en tant que cuisinier, il est résolu à rejoindre la France pour tenter de percer dans le monde de la chanson. L'année 1978, il rencontrera donc la communauté kabyle d'Annemasse d'abord. Il chantera dans les cafés et par le charme de sa voix parviendra à récolter quelques 4000 francs. Donc ça l'encourage à monter dans la région parisienne, plus particulièrement dans la capitale, où il se produit dans les cafés. Et il fera oublier en fait à ses compatriotes émigrés leur dur quotidien en poussant la chansonnette dans les cafés du 13e et du 18e arrondissement de Paris. Puis, grâce à son ami Ramdan, il finit par tomber nez à nez avec le chanteur Idir. La chance frappe enfin à sa porte et son talent ravit l'oreille professionnelle du célèbre auteur-compositeur Dava Inouva. Ni une, ni deux, Idir invite son nouveau protégé à chanter à un concert en fait, où il s'illustre à côté de deux monuments de la chanson kabyle de l'époque, que sont en fait Slimane Azem et la chanteuse Hanifa. C'est suite à cette excellente prestation que le rêve du jeune Mounès prend définitivement forme. Accompagné d'Idir, il signe dans sa première maison d'édition, Azwaou, son premier contrat de chanteur, premier disque, premier succès. La chanson Alizem, qui chante en duo avec Idir, emporte immédiatement l'adhésion du public. Commencera pour Matoub une ascension irrésistible vers la gloire, puisque quasiment tous ses albums au cours de ses 20 ans de carrière seront attendus avec impatience. Sur la scène, il sera ovationné par une foule d'admirateurs de plus en plus grandissante, ce qui bien sûr aura le don d'exacerber les jalousies et d'entraîner à ses basques beaucoup d'ennemis, notamment auprès des détenteurs du pouvoir, puisque Matoub ne sait chanter que de manière engagée. En effet, à peine connaît-il la gloire que Matoub est d'emblée considéré comme l'homme à abattre. Tout simplement parce qu'avec ses chansons qui prêchent le retour aux sources, la réhabilitation de la langue berbère et qui répondent aux aspirations légitimes de la nouvelle génération, les autorités algériennes se sentent menacées. Ce qui lui vaut d'être souvent interpellé à sa descente d'avion, d'être traqué par la sécurité militaire à chaque fois qu'il se déplace. Matoub est considéré comme une menace car ces galas qui drainent des milliers de fans sont considérés comme des manifestations de masse dangereuses. Et dès les événements d'octobre 1988, on va commencer par les événements d'octobre 1980, le sentiment confus, ni chauffant de vie qui mourrait jeune, s'est précisé. Son militantisme passionné, enragé, déterminé, a exposé au plus haut point son goût du risque, mais a permis d'attirer à lui l'amour indéfectible de son peuple qui captait 5 sur 5 la considération incroyable que lui-même leur portait. Par solidarité avec la Kabylie assiégée et les Algériens qui tombaient sous les balles assassines, ne s'est-il d'ailleurs pas distingué sur scène lors de son premier concert à l'Olympia en arborant une tenue vestimentaire de trébu de parachutiste militaire. Malgré l'absence de publicité étatique, ces refrains sont repris en chœur dans les galas qu'il donne presque toujours gratuitement aux jeunes de sa Kabylie natale. Il ne parviendra jamais à se séparer d'elle, malgré qu'il soit persona non grata dans son propre pays, qu'il soit gommé du paysage audiovisuel algérien et que les menaces de mort ne cessent de pleuvoir sur lui. La grandeur d'âme de Matoub Mounès se dévoile surtout en fait à son grand public lors des émeutes d'octobre 1988, quand l'état de siège est décrété en Kabylie. Après le déploiement d'une machine répressive, coûteuse et ultra-moderne, qui coûtera la vie à une centaine de morts. Essentiellement des jeunes, que le gouvernement algérien a la décence de qualifier de simples chaluts de gamins, alors que le monde entier en fait s'émeut et s'indigne de ce qui se passe dans ce pays. C'est dans ce contexte électrique
que sur la route, en fait, conduisant à Ain el-Hammam, après avoir distribué des tracts à la jeunesse tizi-ouzienne pour l'appeler à se calmer et à faire la grève, qu'il se fait interpeller par un gendarme raciste qui arrête ses deux amis, mais l'isole lui, pour le mitrailler à bout portant. Le lion indomptable s'effondre, 5 balles le blessent grièvement au fémur et à l'intestin. Et s'ensuit la triste rumeur qui se propage comme une traînée de poudre dans toute la Kabylie. La Kabylie se trouve en état de choc, mais les autorités algériennes feront tout pour étouffer l'affaire. Ils pousseront le zèle jusqu'à disposer des barrages de gendarmerie tout au long de la route entre le modeste hôpital d'Ain el-Hammam et celui de Tizi Ouzou, de sorte à ce que peut-être la mort de Matoub soit accélérée. Mais c'était méconnaître en fait la force combattante de l'artiste, puisqu'en fait il est ensuite, il tient bon, il résiste jusqu'à son transfert à la clinique des Orangers à Alger. Donc il y est opéré, mais il aura à souffrir d'un aggravement de sa santé du fait des nombreuses infections qu'il aura attrapées dans cet hôpital. Donc 6 mois d'hospitalisation sont suivis. Pourquoi 6 mois? Il aurait pu être transféré plus tôt, mais en fait les caprices de l'administration au-dessus en fait, ont ralenti son transfert vers la France. Donc il est transféré à l'hôpital Beaujeu, ce qui n'aurait pas pu se faire sans la pression en fait, de son fidèle public, venu appuyer Matoub dans sa grève de la faim, parce qu'il a quand même fait une grève de la faim afin de pouvoir parvenir jusqu'en France. Et c'est grâce au soutien de cette jeunesse kabyle qui a établi un sitting devant la clinique des Orangers qu'en fin de compte, en fait, il a pu se faire soigner en France. Il mettra longtemps à s'en remettre, physiquement et psychologiquement surtout, car la femme qu'il aime, qu'il a épousée en 1983, Jamila, dont il est profondément amoureux, à qui il ne peut donner d'enfant, décide de le quitter en plein milieu de sa convalescence. Ce sera l'occasion, après avoir surmonté son vague à l'âme, de sortir un autre album. L'ironie du sort, qui connaîtra un succès fulgurant, car il y relate avec beaucoup d'émotion les événements de 1988. Et pas seulement, car il y bouscule aussi, d'un coup, les stéréotypes de virilité et de domination de l'homme kabyle, en avouant sans complexe et ni puritanisme sa stérilité, ses faiblesses et son désarroi face à la femme perdue qu'il continue toujours à aimer. Un choc salvateur pour la Kabylie, pudibonde et bien pensante. Il s'attirera aussi toute une armada de détracteurs qu'il se coltinera jusqu'à la mort, l'accusant de racisme parce qu'il a usé du qualificatif de gendarme arabe pour désigner l'homme à l'origine de son malheur. Même s'il est vrai que Bounez a toujours refusé de chanter en arabe dialectal, où il aurait d'ailleurs pu se distinguer et faire des merveilles avec sa voix veloutée en fredonnant du charlie, mais il était résolu, coûte que coûte, à défendre sa langue maternelle. On lui reproche aussi de laisser apparaître dans ses chansons l'homme faible, parce qu'en gênant ouvertement la perte de la femme aimée, il a cassé les tabous rétrogrades d'une société arc-boutée sur des valeurs contraignantes et dépassées. Pour autant, c'est l'une des premières figures algériennes à délivrer la jeunesse de l'oppression morale dans laquelle on la mortifie, puisqu'en puisant son inspiration dans l'échec sentimental qu'il a eu avec Jamila, il confesse haut et fort ses torts. Il rejette l'idée de voir les femmes réduites à leur rôle traditionnel, du jamais vu dans la chanson algérienne. En tout, suite à la tentative d'assassinat du 9 octobre 1988, Bounez a eu à subir 14 opérations chirurgicales en l'espace de 18 mois. Ce qui ne l'empêcha pas de quitter l'hôpital Beaujon le 20 juin 1990 pour se rendre appuyé sur sa béquille au stade de Tizi Ouzou pour animer un gala devant une foule immense d'une centaine de milliers de personnes. Là-bas, il parvient à discerner le visage effroyable de certaines personnalités politiques kabyles, à l'esprit non fédérateur, qui le jalouse pour sa trop grande popularité. Car rien n'y fait, plus il donne de sa personne dans la lutte de la reconnaissance des nazistes,
Plus le nombre de ses admirateurs grandit. Sa générosité et son dévouement grandiose envers son peuple, ses retours répétés et risqués en Kabylie, ils sont aussi pour beaucoup. Il est impossible pour Nunez de se séparer de son public, complètement envoûté par ses chants, la qualité de sa poésie, la beauté des mélodies que porte une voix rocailleuse unique en son genre. Comme si le cœur de nos montagnes chéries avait élu domicile en son corps pour exprimer en des flots prolifiques tout l'amour contrarié, l'amertume et les espoirs de son peuple, emprisonné dans la roche depuis plusieurs générations. Et qui pour l'époque n'a pas fini de subir le pire avec la terrible décennie noire des années 90 qui frappe l'Algérie tout entière. Une fois encore, le chanteur kabyle ne peut mâcher ses mots. Farouche opposant du terrorisme islamique, il condamne les premiers assassinats d'intellectuels dont son ami Taj, le journaliste assassiné. Peut-être cette fois, pour préserver sa vie, aurait-il dû se taire et rester en retrait du pays. Mais il n'arrive tellement pas à se détacher de ces montagnes que le 25 septembre 1994, les hommes du GIA, le groupe islamique armé, l'attendent dans un café-bar de Tizi Ouzou pour l'enlever et le séquestrer durant 16 jours et 15 nuits, dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à aujourd'hui. Il sera jugé et condamné à mort. Ce que lui reprochaient ses ravisseurs en quelque sorte, c'était de trop aimer la vie et de délaisser sa religion musulmane. Un insupportable cauchemar qui a pris fin pour lui après que l'incroyable se soit produit, sous la pression populaire de toute une région qui se mobilise en sa faveur. Information relayée par les gros titres de la presse internationale et nationale, il est relâché dans la nuit du 10 octobre, sain et sauf. Pas pour longtemps, car il pense que la mort finira par avoir raison de lui, ce pourquoi probablement il se dépêche d'écrire son livre autobiographique Le Rebelle. Il en recevra le prix de la mémoire quelques temps plus tard par Daniel Mitterrand. Puis, sa course effrénée contre la mort le mènera au Canada afin d'y être récompensé du prix de la liberté d'expression. Enfin, elle lui consentira les 2 dernières années de sa tumultueuse vie, une tournée ultime en France auprès de ses fans qui prolongera au Canada et à New York, et quelques mois de bonheur conjugal auprès de Nadia, sa 3e et dernière épouse, après Saadia, une hôtesse de mer, qu'il rencontra en 1989 lors de son transfert hospitalier vers la France et avec laquelle la liaison ne fut guère plus longue. C'est en coup de théâtre que Matou Gounès, de manière définitive, fausse compagnie malgré lui à un peuple qui lui est grandement attaché. Le souvenir de son assassinat le 25 juin 1998, en pleine Coupe du monde de football et quelques semaines avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'arabisation totale de l'Algérie, reste tenace pour chacun d'entre nous. Personne ne conçoit qu'on puisse mourir aussi jeune et aussi violemment à l'âge de 42 ans. Mais hélas, on ne peut pas refaire le scénario. Les terroristes armés l'ont abattu d'une salve de tir de mitraillette sur la route d'At-Douala, ralenti Ouzou à son village natal de Taourit Moussa. Sa femme et ses 2 belles-sœurs, évanouies sous l'effet du choc de l'embuscade, passées pour mortes, furent épargnées, même si 2 d'entre elles furent grièvement blessées. C'est Kalachnikov à la main, honorant jusqu'au bout sa mission de combattant de la liberté, que Matou Gounès rendit donc son dernier souffle. Officiellement, cet assassinat est attribué au GIA, mais sa famille et toute la Kabylie, qui vit des centaines de milliers de ces gens assistaient à ses funérailles, et de fortes émeutes se soulevaient par la suite des semaines suivantes, accusent le pouvoir algérien de l'avoir assassiné. Au jour d'aujourd'hui, 22 ans après, les conditions de son meurtre restent non élucidées. À cet homme, l'Algérie entière lui doit une reconnaissance éternelle, car en ayant très fortement contribué au chapitre de la chanson engagée, il a propagé l'instruction de notre histoire, la véritable histoire du peuple autochtone d'Algérie, cette histoire spoliée, tronquée et confisquée. Finalement, il n'a pas fait que chanter. Comme ses détracteurs pouvaient vivement nous le faire croire, il s'est fait historien en nous restituant l'histoire événementielle par l'oralité, comme le fait aussi d'ailleurs Aït Bengueled et d'autres chanteurs, en sauvegardant aussi la mémoire collective algérienne de la falsification et de l'oubli. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté.
on remercie fortement, chaleureusement Sophia. Elle a vraiment épluché quelques livres, elle a essayé de recueillir quelques éléments, elle a appelé quelques historiens pour avoir quand même des informations très véridiques. Donc voilà, on ne peut pas être insensible à écouter ces petits mots. Donc c'est un gros travail pour nous tous. Hein. Mais voilà, Matoub restera toujours vivant dans nos mémoires. Donc